Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Envie de lecture. Nathalie Wolf, bonjour. Bonjour Patrice Carmouze. Alors on va recevoir quelqu'un qui est passionnant, c'est Étienne Klein. Bonjour Étienne Klein. Bonjour à vous. Alors, pour vous présenter rapidement, vous appartenez à cette grande tradition des scientifiques philosophes. Scientifique vous êtes physicien, vous dirigez le laboratoire des sciences de la matière au CEA et vous êtes aussi docteur en philosophie des sciences. Et l'un de vos grands thèmes de recherche, c'est le temps. Alors, vous êtes l'auteur d'une cinquantaine d'ouvrages dans lesquels soit vous nous expliquez la science, soit vous nous aidez à réfléchir sur elle. Et puis, vous avez également, on peut vous retrouver sur les internets, vous avez un site de vulgarisation scientifique, et puis vous animez sur France Culture le samedi l'émission La Conversation scientifique. Vous êtes enfin alpiniste, mais d'ailleurs on en parlera tout à l'heure. Mais d'abord on va s'intéresser à votre essai qui s'appelle Le goût du vrai, qui est paru dans cette formidable collection de Gallimard qui s'appelle Les Tracts, sur des textes courts mais passionnants. Et dans ce livre, vous revenez sur 4 tendances qui traduisent ou trahissent notre rapport à la vérité et à la science. Et Nathalie, on va commencer peut-être par une de ces tendances. Eh bien oui, on va commencer par cette première tendance que vous décryptez, Étienne Klein, c'est qu'on accorde davantage d'importance finalement aux thèses qui nous plaisent qu'aux autres. Alors vous citez Nietzsche dans votre ouvrage qui prophétisait en quelque sorte que le goût du vrai allait disparaître faute de plaisir. Bon, il faut dire que la science, puisque c'est le fond de votre essai, qui a été longtemps synonyme de progrès, est plutôt aujourd'hui porteuse d'inquiétude. Alors Étienne Klein, est-ce que ce n'est pas ça qui explique cette tendance? Et puis, autre dérive d'ailleurs, on en a des exemples tous les jours, illustration parmi d'autres aux États-Unis avec Trump, notamment, c'est ce qu'on appelle la post-vérité. Si la vérité ne nous est pas très favorable, eh bien il suffit d'en inventer une autre. Alors qu'en pensez-vous? En effet, quand les vérités nous dérangent, quand elles viennent de la science, notamment, nous sommes capables d'inventer toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savons. Vous avez dit tout à l'heure, la science a été longtemps synonyme de progrès. Et en effet, croire au progrès, c'est finalement configurer le futur d'une façon crédible et attractive. Crédible parce que le progrès, c'est pas l'utopie, hein, il faut que ce soit crédible. Et c'est la science qui donne à l'idée qu'on se fait du futur une certaine crédibilité. Il faut que cette image aussi du futur soit attractive, sans quoi on ne fait pas les efforts, voire les sacrifices qu'on doit accomplir pour que cette idée qu'on a du futur se réalise concrètement. Et aujourd'hui, en effet, quand les scientifiques disent ce qu'ils savent, je ne parle pas des scientifiques qui travaillent sur les trous noirs ou les particules élémentaires qui, eux, continuent de nous faire rêver. Je parle des scientifiques qui travaillent sur l'environnement, sur par exemple la biodiversité, le changement climatique, la pollution de l'air, de l'eau, des sols, etc. Ces gens disent des choses qu'ils savent, qu'ils voient, qu'ils constatent, qu'ils étudient, qui sont plutôt alarmistes. Et donc, on est pris dans ce piège-là qui est que quand la science parle du futur, ce qu'elle dit est crédible, mais pas du tout attractif. Et quand d'autres disent des choses très attractives, ça n'est pas crédible. Et donc, l'idée même de progrès est prise en porte-à-faux. Et ce que m'a fait voir de façon plus nette qu'auparavant la pandémie en cours, c'est que nous, les scientifiques, nous n'avons pas su... je ne sais pas très bien pourquoi, il y a sans doute beaucoup de causes, mais je pense qu'on a raté quelque chose. Vous parliez de vulgarisation. Moi, je pense, pour y avoir consacré beaucoup de temps, en effet, qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas su faire. Enfin, il y a quelque chose qui a échoué dans la démarche, peut-être parce qu'on n'a pas intégré dans la façon de faire, dans notre façon de faire, ce qu'on appelle les biais cognitifs. Vous en avez cité quelques-uns, il y en a d'autres. Mais moi, quand j'étais plus jeune, je pensais que pour faire de la bonne vulgarisation, il faut travailler une question à fond, en profondeur. Et une fois qu'on l'a vraiment travaillé, alors on devient capable de clarifier les enjeux qui lui sont associés. Et l'ayant clarifié, on peut l'expliquer à toutes sortes de publics, des gens plus ou moins éduqués, plus ou moins scientifiques justement, et adapter son discours au niveau des personnes auxquelles on s'adresse. Et je pense que cette démarche fonctionne dans certains cas, mais pas dans tous, de sorte que le discours scientifique est aujourd'hui complètement noyé, confus, mélangé à des opinions, des commentaires, des fake news aussi, de sorte que chacun doit se frayer son propre chemin dans ce paysage très complexe, très contradictoire avec lui-même, d'une certaine façon. Et les critères qui font qu'on décide qu'une chose est vraie sont des critères qui
qui relèvent de sa propre psyché, de son éducation, de sa culture, de ses croyances aussi. Et on n'a plus tous accès à la même vérité. Et c'est ça qui fait que peut-être nous ne faisons plus autant société qu'auparavant. Alors, c'est peut-être le moment de s'arrêter sur un mot que vous utilisez, qui est l'ultra-crépidarianisme. Alors, c'est un néologisme qui est créé d'après un mot latin qui était sutor ne supra crepidam, cordonnier, pas au-delà de la sandale. C'est-à-dire que il faut rester dans son domaine, dans les domaines qu'on connaît. Or, et vous en étiez fait de l'écho d'ailleurs dans un précédent tract de chez Gallimard, c'était cette phrase qu'on a beaucoup entendue pendant la crise, c'est « Je ne suis pas médecin, mais je pense qu'il faudrait tel ou tel traitement, etc. » C'est-à-dire, cet ultra-crépidarianisme, c'est la façon de parler de ce qu'on ne connaît pas. Et c'est très répandu quand même aujourd'hui. Oui, alors que j'ai remis à la mode ce mot et on m'a reproché d'avoir un discours élitiste. Alors, l'ultra-crépidarianisme, c'est en effet le fait de parler au-delà de ses connaissances. Mais j'ai mis en avant ce mot non pas pour critiquer ceux qui cèdent à cette tendance, mais pour qu'on en ait conscience, puisque nous sommes victimes de cette tendance. Quand vous discutez avec vos amis au café, quand vous discutiez, puisque c'est plus possible aujourd'hui, au café, vous cédiez comme tout le monde à l'ultra-crépidarianisme. Oui. On donne son avis sur tout sortes de sujets qu'on maîtrise mal, sur la composition de l'équipe de France de football ou sur d'autres sujets qu'on maîtrise tout aussi mal. Et c'est nécessaire dans la démocratie. C'est-à-dire, la démocratie, c'est pas la république des experts, c'est le fait que chacun a le droit d'exprimer un avis, etc. Simplement, quand il s'agit de science, ça peut conduire à des situations fâcheuses. Et vous citiez en effet ce mini-tract très court de quelques pages que j'avais écrit au début de l'épidémie. J'avais été frappé de retour du Chili. Je suis arrivé en France en plein confinement par le nombre de tweets que je voyais rédigés par des personnalités politiques. Ils disaient « je ne suis pas médecin, mais je… » Et c'était très bizarre comme formulation parce que ces gens reconnaissaient qu'ils n'y connaissaient rien, ce qui était honnête de leur part, et ensuite ils écrivaient une sorte d'ordonnance expliquant ce qu'il fallait faire ou penser à propos de tel ou tel traitement ou à propos de telle ou telle mesure décidée par le gouvernement. Et ça, je trouve que c'est quand même une tendance assez fâcheuse. D'ailleurs, qui a été en quelque sorte guérie par la suite de l'histoire, puisqu'aujourd'hui, on ne voit plus ce genre de tweet. Tout le monde a compris que cette épidémie, c'est une affaire sérieuse, très complexe. Et que, mais il y a eu, pardon Étienne Klein, mais il y a eu quand même, et vous en parlez dès le début de cet essai, ce sondage absolument surréaliste où on demandait aux gens est-ce que vous pensez qu'il faut utiliser tel médicament pour soigner le Covid, et on disait oui, il y a 56% des Français qui sont d'accord pour l'utiliser. Enfin, là on est quand même dans une sphère absolument incroyable. On ne demandait pas s'ils étaient d'accord pour l'utiliser, on leur demandait si ce médicament était efficace. Oui. C'est ça. On ne leur demandait pas s'ils pensaient qu'il était efficace, on leur demandait s'il était efficace. Et en effet, à l'époque où aucune étude thérapeutique n'avait eu le temps de conclure, et pour cause, il faut une statistique très grande pour pouvoir dire qu'un médicament est efficace quand 98% des malades guérissent sans traitement. Et à ce moment-là, c'était le 5 avril, personne ne connaissait la réponse à cette question, ce qui n'a pas empêché 59% des Français de répondre oui, 20% de répondre non, et seulement 21% je ne sais pas, ce qui aurait dû être la réponse unanime. De 98%. C'était un sondage. Non mais en fait, c'était un sondage d'opinion. Ouais. C'est un sondage qui renseigne sur ce que pensent les Français, ce qu'ils croient, mais qui ne dit rien évidemment de l'efficacité propre du médicament en question. Oui. Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, déjà un petit peu, vous parliez de quelque chose que les scientifiques ont raté. La science, contrairement donc à ce qu'on aurait pu attendre, ne semble pas être sortie grandie quand même de cette crise de la Covid. Et est-ce que ce n'est pas du fait, peut-être même de la faute des scientifiques, des médecins, quand deux médecins viennent étaler leur désaccord sur un plateau de télévision, ça a quand même tendance à altérer l'image de la science auprès du grand public, non ? Bon, moi j'essaie de ne pas céder à la tendance girardienne de trouver des boucs émissaires. Pour trouver des coupables, il y en aura beaucoup. Après coup, c'est très facile de dire qu'on a mal fait, etc. Moi, si vous voulez, moi j'essaie de tirer des leçons de ce que j'ai pu constater comme vous en tant qu'auditeur de radio, lecteur de journaux, téléspectateur. C'est qu'il me semble que pendant toute cette période, on a confondu la science et la recherche.
qui sont deux choses complètement différentes. La science, c'est un corpus de connaissances étayé qui constitue les bonnes réponses à des questions bien posées et qu'on n'a pas lieu de remettre en cause, sauf si apparaissait une nouvelle donnée, une nouvelle observation qui permettent de remettre en cause ce qu'on a considéré comme vrai jusqu'à maintenant. Et par exemple, la Terre n'est pas plate, elle est ronde. L'atome existe, l'univers observable est en expansion, les espèces vivantes évoluent. Voilà le résultat scientifique. On pourrait même parler de vérité de science. Mais ce corpus de connaissances, qui constitue la science, pose lui-même des questions dont nous n'avons pas les réponses. Par exemple, est-ce qu'il existe une vie extraterrestre? Est-ce que le neutrino, une particule élémentaire assez fascinante, est identique à sa propre antiparticule, par exemple? Voilà des questions que les chercheurs se posent. Ils ne connaissent pas la réponse. Et c'est pour la connaître, ou espérer la connaître, qu'ils entament des recherches, mettent sur pied des expériences, décident de protocoles, etc. Et donc la recherche, elle a à voir avec le doute, de façon consubstantielle. Mais on confond la science et la recherche. Alors l'idée de doute, qui est consubstantielle à la recherche, vient coloniser la science elle-même. Et on arrive à ce raccourci qui est que, dit-on, la science, c'est le doute. Mais si la science, c'est le doute, alors moi, avec mon ressenti, mes croyances, mes connaissances, mes intuitions, mes préjugés, j'ai le droit de dire mon avis sur n'importe quelle question, puisque la science, c'est le doute. Et on fait entrer ainsi la science sous la coupe du sens commun, du bon sens, et il me semble que ça la déforme, ça la trahit, et ça organise cette espèce de cacophonie qui est rendue d'autant plus facile que, comme vous l'avez dit, sur les plateaux de télévision, on a invité des gens qui n'étaient pas d'accord, on a eu l'impression que la science, c'était un débat. Des gens qui ne convergent jamais, c'est des gens qui s'engueulent, et alors que on a empêché d'une certaine façon les débats, puisque les gens s'engueulaient. Or, vous savez, l'origine étymologique du mot débat, le verbe débattre, est un mot du XIIe siècle qui désigne ce qu'il faut faire pour ne pas se battre. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est argumenter, c'est laisser l'autre parler, c'est pratiquer les politesses de l'esprit, c'est respecter l'avis de l'autre et le discuter. Bref, tout le contraire de ce qu'on appelle un débat sur certaines chaînes d'information continue. Alors, il nous reste très peu de temps. Je voudrais qu'on dise un mot peut-être de psychisme ascensionnel, oui, Nathalie. Pour prendre encore de la hauteur, faire cette ascension conclusive. Étienne Klein, donc on va parler de votre autre livre, paru cette année également, donc Psychisme ascensionnel, paru chez Artaud. Alors c'est un livre d'entretien où il est question de montagne, une passion que vous entretenez depuis que vous avez l'âge de 20 ans. Alors vous écrivez que l'alpinisme est une affaire de transmission, et qu'elle induit aussi un sentiment de présence à soi et au milieu alentour. Alors, quelle expérience de l'espace et du temps la montagne induit-elle pour le physicien, le philosophe et l'alpiniste que vous êtes? C'est multiple. D'abord, on a parlé de confinement tout à l'heure. La montagne, c'est une sorte de confinement. On est quand même dans des situations, je parle des passages difficiles, où on est dans une sorte de centration, dans un tout petit volume d'espace-temps. On est concentré parce qu'il y a des gestes très précis à accomplir, et on est en quelque sorte dans une petite bulle d'espace-temps. Antonin Artaud, que je cite à plusieurs reprises dans l'ouvrage, disait « Quand on grimpe, l'esprit devient mince comme une main ». C'est-à-dire que la main devient le lieu dans lequel tout le corps se concentre. Et puis quand au contraire on est dans des passages beaucoup plus facile, ou même quand on est dans la descente, sur des chemins de randonnée. Alors la concentration dans l'espace-temps qu'on a connu dans les passages difficiles aboutit au contraire à une dilatation, une sorte d'aération de l'esprit. On s'ouvre, il y a une sorte de dépoussiérage de l'esprit qui est tout à fait incroyable, comme si l'esprit finalement c'était une sorte de gaz qu'on comprime dans les passages difficiles et puis qui s'expand quand on lui laisse la possibilité de se relaxer, de se détendre. Et moi, j'ai jamais fait de course en montagne qui m'ait ramené à mon point de départ dans l'état où j'étais au moment de partir. Il y a quand même une sorte de transmutation qui est produite par cette sorte d'itinérance qui est à la fois libre, parce qu'on est libre en montagne, on n'a pas d'ordre, on n'est pas soumis à des contraintes à part celles de la montagne elle-même. On est libre et en même temps on est responsable. Ça crée une sensation très très spéciale qui fait que, en effet, j'aime
j'aime y aller et je manque de ne pas y aller quand c'est interdit par une épidémie. Eh ben voilà, on va essayer de grimper très vite. Merci infiniment, Étienne Klein. Je rappelle donc que Psychisme ascensionnel, c'est chez Artaud, et puis Le goût du vrai, c'est dans les tracts de Gallimard. Merci infiniment, Étienne Klein. Merci, Étienne Klein. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.